Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Week Trading. On prend 45 minutes le samedi à 10 heures pour faire le point sur l'actualité des marchés, analyse et perspectives pour la semaine prochaine. Et puis un focus sur certaines valeurs auxquelles je ne m'intéresse pas dans la semaine, faute de temps dans les Good Morning Trading. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur l'euro USD, et puis l'analyse de quelques valeurs. Et on va avoir, je me suis intéressé au secteur automobile, notamment avec Tesla, qui a donné de très très bons résultats. Et on va comparer un petit peu l'évolution des cours et les perspectives avec Renault, par exemple, hein, restons français. Et on va voir qu'il y a des différences de dynamique extrêmement importantes et comprendre pourquoi. Pourquoi Tesla décolle et pourquoi Renault stagne, alors qu'ils sont soumis au jour actuellement exactement au même problème, notamment dans les chaînes d'approvisionnement. Donc on va voir ça un petit peu en détail. Le climat global des marchés, il reste haussier, très haussier. On a une semaine record, puisque le S&P 500 a battu plusieurs fois dans la semaine ses records historiques. Intéressant de voir aussi que l'Eurostock 50 a fortement progressé et a breaké ses plus hauts. Donc on a vraiment les deux indices phares, j'allais dire l'Eurostock 50 et le S&P 500, Europe, États-Unis, les indices qui comportent les plus belles entre guillemets valeurs, les paniers les plus équilibrés, qui sont vraiment en avance par rapport aux indices un petit peu plus spécialisés et classiques. Et puis on va s'interroger sur la chute notamment extrêmement brutale de certaines entreprises dans le domaine des communications, notamment Snapchat, l'entreprise Snap avec son application Snapchat qui a chuté de près de 20% en bourse hier, donc un véritable effondrement. C'est qu'une action perde 20% en une journée, il ne faut pas qu'il y ait 3-4 jours de suite avec la même intensité parce qu'il ne reste plus rien. Donc on va s'interroger aussi pourquoi Intel et pourquoi Snapchat s'écroule. Mais globalement, le climat reste positif. On a les craintes inflationnistes qui ne s'expriment pas réellement et pourtant on a toujours notre baril de pétrole qui continue de monter avec une certaine régularité au-dessus des 80 $. Ça crée de la tension sur les marchés, sur l'inflation, mais on va voir que ce qui crée le plus, entre guillemets, le plus d'inflation, ce n'est pas le baril en lui-même. Je n'insiste pas trop parce que juste après, à 10 heures, on aura un webinaire sur cette thématique, sur les prix de l'essence. Donc ça, je ne parlerai pas du WTI là dans le Good Week Trading, puisque consacre une heure juste après. On va tout de suite passer à l'analyse technique qui est assez parlante. On va commencer par les indices, mais avant, c'est votre job à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des petits pouces positifs pour m'encourager à faire 4 webinaires le week-end. C'est un plaisir, mais c'est aussi du temps. Et c'est pas juste les tourner, c'est les préparer, c'est réfléchir, c'est me documenter. Donc ça demande du temps. Et voilà, merci de faire connaître cette chaîne là. On attaque donc sur l'indice CAC 40. Alors je vous fais les indices européens. Donc CAC 40 sur le plus haut de la semaine, il a fini vraiment sur le plus haut de la semaine. Donc il a validé l'accélération de la semaine dernière. On a eu ici, grâce au MACD, un signal qui n'était pas de très belle qualité, mais qui nous montrait qu'on avait quand même une reprise de la tendance à ce niveau-là à partir de 9h mercredi. Il n'était pas optimum comme signal, mais si on le suivait, on avait vraiment la belle accélération de mercredi. Tout va bien, notamment remercions le secteur du luxe qui cartonne et qui est, je vous en avais parlé il y a plus d'un an, donc quand on était en pleine pandémie, qu'on était 18 mois même, qu'on était enfermé et tout, je vous avais dit que le secteur qui repartait le plus vite, qui rebondissait le plus vite après une guerre, après une pandémie, bon,
c'était la première pandémie que l'on a vécue nous en tout cas, mais dès qu'il y a un gros traumatisme, dès que les gens sont inquiets, stressés, qu'on leur dit que c'est la crise, que plus rien ne va, etc., quand on commence à leur dire tout va bien, la première chose, le premier réflexe que l'on a, c'est le réflexe en fait du survivant, c'est un soulagement, et on se met à dépenser. Et on dépense où? On dépense plutôt dans les restaurants. Bon, là, ça pas très facile parce qu'il y a le pass et c'est pas encore complètement open, mais on dépense dans des choses qui nous font plaisir avant tout. Et donc c'est toujours les valeurs de luxe qui commencent à... On sabre le champagne, voilà, si vous voulez, même symboliquement, les valeurs du luxe sont celles qui repartent le plus vite parce qu'il y a eu frustration. Tout comme si vous êtes augmenté 200 euros, non je plaisante, si vous êtes fortement augmenté, la première chose que vous allez vous faire certainement un achat plaisir pour fêter cette augmentation, pour fêter cette promotion, pour fêter la réussite, je sais pas, de votre examen. On a ce réflexe-là de vouloir symboliser un passage en se faisant plaisir, et donc tout ce qui est le luxe, forcément, on profite, et c'est ce qui permet de maintenir l'indice CAC 40. On a eu des résultats exceptionnels d'Hermès, par exemple, sur des niveaux extrêmement élevés. Et je vous avais vraiment indiqué une chose, et ça s'est confirmé, je vous l'avais dit vendredi matin, et ou jeudi matin, ça s'est confirmé, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un afflux positif sur le CAC 40 de la part des acheteurs nord-américains, puisque ça se met à accélérer à l'ouverture des marchés américains. On le voit ici, 14h, 15h30, ouverture des marchés américains, et ça s'est envolé non-stop, alors qu'à contrario, on a notre indice allemand qui, lui, nous a fait pas du tout la même chose. Il a stagné, voire baissé durant les mêmes heures. Alors il s'est rattrapé un petit peu vendredi, mais on voit qu'on n'est quand même pas encore sur les plus hauts. Ça reste positif en Europe, c'est très net, mais il y a une sorte de tassement, on le voit ici, sur cette version graphique en 4 heures sur 2 mois. On voit qu'on a du mal à passer la middle area mensuelle sur le DAX. Il faudra un élan, et cet élan, pour le moment, dans les news, on les a pas réellement, puisqu'on a des news qui sont quand même... on va dire plutôt négatif, qui normalement aurait dû faire baisser les marchés assez fortement, ce qui n'est pas le cas. Donc ça montre qu'il y a vraiment du soutien. Et parmi les mauvaises news, donc vous avez l'envolée du prix du baril de pétrole, mais ça j'y reviens dans une heure. Et puis on a aussi la croissance économique mondiale qui a calé finalement au 3e trimestre, puisqu'elle a progressé que de plus 0,2%. Et notamment... je parle de la Chine, notamment à cause des pannes d'électricité géantes qu'il y a eu en Chine, et on reparlera à nouveau de l'énergie. Donc c'est vraiment le secteur clé, c'est le goulot d'étranglement à l'heure actuelle pour qu'il y ait un vrai boom du commerce mondial. Et c'est un peu ce qui est pricé, je pense, dans les actions, c'est que les investisseurs se disent: ça repart, on a des bons signes, ça repart moins vite qu'on ne pensait, c'est plus lent, parce qu'on a des problèmes d'électricité en Chine, donc vous avez des usines qui ont tourné 8 jours ou 9 jours dans le mois dernier, coupure d'électricité, vous ne pouvez rien faire, perte de production, parce que quand l'électricité revient, vous ne pouvez pas instantanément vous remettre à reproduire, il faut refaire chauffer les machines, il faut recalibrer, il faut remettre les logiciels, tout en ligne, et vous allez perdre 2 ou 3 heures pour relancer, dans le meilleur des cas, pour relancer votre chaîne de production. Et donc voilà, 3 heures pour la relancer, ça fonctionne pendant 2 heures, nouvelle coupure d'électricité, c'est pas vrai. Et on recommence comme ça. Donc ça a été un vrai handicap pour la Chine et puis pour l'économie mondiale. Et j'allais vous dire, heureusement qu'ils ont eu les coupures d'électricité. Je m'explique. Parce que ça bouchonne dans les ports chinois, parce qu'on a une pénurie de navires pour
pour relancer la machine complètement. C'est-à-dire que les usines chinoises ne fonctionnent pas à plein, mais il y en a d'énormes embouteillages au niveau des ports. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous dire, ce qui sera certainement vrai, qu'on ne pourra pas acheter tous les cadeaux de Noël que l'on veut aux gamins, parce qu'ils risquent d'arriver en retard. Pourquoi? Parce qu'on a cet embouteillage et on manque à la fois de navires et on manque aussi de conteneurs. Parce on prend des gros navires, on met plein de petits conteneurs dessus, et hop, les jouets, les poupées, les machins, tout, et c'est parti. Donc on manque un petit peu de tout pour relancer la machine. Donc c'est pour ça que l'inflation fait peut-être pas aussi peur que ça. C'est une sorte d'inflation, entre guillemets, anticipée, qui est beaucoup liée à l'offre et à la demande. On verra ça au niveau de l'énergie dans une heure. Mais quand le système sera à nouveau bien huilé, qu'on aura à nouveau les usines chinoises qui tournent à peu près normalement, qu'on aura désengorgé les ports chinois et qu'on aura tout évacué grâce aux super conteneurs et compagnie, le système mondial pourra refonctionner de manière beaucoup plus stable et ça devrait calmer les tensions sur les prix. Ce qui fait monter un prix, c'est la rareté. Je vous montre voilà. Ce stylo ne vaut rien du tout, parce que vous allez dans la banque andorrane qui s'appelle Banque Sabadell d'Andorra, ils vous les distribuent comme les bonbons, et d'ailleurs tout le monde a ce stylo-là. Si vous voyez un gars avec ce stylo, soit il habite en Andorre, soit il a fait un tour en Andorre, mais voilà, c'est distribué comme des petits pains. Donc ce stylo-là, en fait, ne vaut strictement rien du tout. Si je le produis à un exemplaire et que je le mets à 1000 €, et que je ne suis pas un mauvais vendeur, il partira à 1000 € et ce sera sa valeur. Il passera de rien du tout à 1000 €. Donc on est toujours sur une logique en fait d'offre et de demande. Et là on a de la demande, les gens veulent consommer, mais ça n'arrive pas. Donc du coup, frustration, augmentation des prix. Les commerçants en profitent un petit peu. Si vous avez absolument besoin de ce stylo qui vaut rien pour signer un contrat super important, je dis ok, mais je te loue 50 €. Vous me filez le billet pour signer. C'est l'offre et la demande en permanence dans notre système économique actuel en tout cas. Donc pas assez de navires et puis on a une pénurie de conteneurs et c'est là où j'ai découvert cette semaine que les conteneurs sont produits à 100% en Chine. Entre 96 et 100% en Chine et les conteneurs les plus techniques, c'est-à-dire les conteneurs réfrigérés, sont produits à 100% en Chine. Et pourquoi on en manque? Parce que les usines qui les produisent ont eu des coupures d'électricité. Et vous voyez que tout se rejoint, ce qui explique que on a un démarrage en quelque part post-Covid un peu chaotique. Bon, on s'y attendait à ce point-là peut-être pas, parce qu'il y a autant de coupures d'électricité en Chine, c'était pas si prévisible que ça bouchonne dans les ports, oui, qu'on manque de conteneurs, ça, un petit peu moins, mais voilà, on manque de conteneurs parce que les usines à conteneurs, les usines qui produisent les conteneurs, entre guillemets, ont eu des coupures d'électricité. Donc tout commence à s'arranger au fil des mois tranquillement, et toutes ces pressions inflationnistes risquent de se réduire. Et c'est ça qui est pricé en fait sur les cours. C'est pour ça qu'on est sur les plus hauts. C'est que les investisseurs ont cette logique-là en se disant c'est transitoire, on en a peut-être pour 6 mois, on en a pour 1 an maximum, mais ça n'empêche pas les fondamentaux, les gens veulent acheter. Et si les prix augmentent, entre guillemets, ça peut être aussi favorable au bilan des entreprises. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un CAC 40, avec un DAX sur les sommets. Alors voilà, on voit quand même que pour passer le plus haut de la semaine précédente, la mi-dollar mensuelle, pour le DAX, la semaine prochaine, ça peut être un petit peu difficile. Je vous avais parlé d'un range, je pensais qu'on allait avoir un range sur la semaine. C'est exactement ce que l'on a eu, hein. Point haut, point bas, on a un range parfait. Peut-être qu'on va reproduire sur le DAX la semaine prochaine le même type de range. Donc là vraiment, il suffit juste que vous ayez un graphique sur la semaine, sur cette semaine sous les yeux pour vraiment voir les points hauts, les points bas et les zones intéressantes à trader. Donc pour moi, les zones intéressantes à trader,
dans le contexte actuel, qui est un contexte largement haussier, c'est si on a un reflux, guetter un rebond sur les points bas du range de cette semaine, qui sera la semaine dernière, la semaine prochaine. C'est ça, je ne me suis pas trompé en plus. Donc à partir de lundi, mardi, si on arrive sur ce bas de range de notre semaine actuelle, ça pourrait être intéressant de surveiller, de se préparer. Par contre, si on est à nouveau en haut du range, on pourrait tenter un break de range, un breakout, on achète et ça va breaker, ça va repartir à tout va. Moi, je préfère pas, c'est ma façon de traiter dans ce contexte-là bien particulier. Il n'y a pas une euphorie acheteuse. Il y a quand même des doutes, il y a quand même des petites incertitudes, et donc je vois pas une euphorie haussière. Peut-être qu'on aura un super rallye au mois de décembre, mais là, fin octobre, ça se dessine pas pour le moment. On regarde l'Eurostock. L'Eurostock, même chose, sauf que l'on a une indication qui est très intéressante, c'est qu'il a breaké donc son plus haut de la semaine dernière, c'est le seul, entre le CAC 40 ne l'a pas fait, le Dow Jones, le DAX, lapsus, ne l'a pas fait, l'Eurostock 50 l'a fait, et je vous l'ai décrit plusieurs fois ces dernières semaines, on a typique un rebond ici de phase haussière, c'est-à-dire qu'on break le haut, ici de manière très nette, on revient dessus dans 90% des cas, on revient sur la résistance, la grosse résistance pour la tester, et si on la teste, alors là on l'a testé mais au point près, au demi-point près, vraiment la perfection, et on est reparti, on est revenu le tester et on est reparti. Donc ça, c'était vraiment un signal qu'ici on a eu un maximum d'acheteurs et qui font la technique que je vous ai décrite plusieurs fois et que je vous réexplique là. Ça, c'est vraiment un signal de force. Pourquoi j'insiste sur l'Eurostock 50? Parce que c'est les 50 plus grosses valeurs européennes. Donc vous avez beaucoup d'allemand, vous avez du français, de l'italien, de l'espagnol, etc., etc. Et donc ça donne vraiment, c'est l'indice qui donne la direction, mais on n'est pas au niveau microcosme sur un indice avec une nationalité, on est vraiment sur une zone géographique qui est l'Europe et qui est la première puissance économique au monde. Ne l'oublions jamais, même si on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est divisé en plein de tout petits pays. C'est pour ça que je milite pour le retour de l'Empire romain. Voilà. Un peuple, un empereur et un lac qu'ils appelaient la mer Méditerranée. C'était Mare Nostrum. Mais si on avait vraiment une conscience européenne, on se comporterait, je pense, de manière différente, ne serait-ce qu'au niveau géopolitique. On est la première puissance économique au monde et il y en a marre qu'on nous marche dessus par les numéros 2, les numéros 3. Ça reste quand même que des numéros 2 et des numéros 3. Bon, comme on est divisé et que c'est toute l'histoire de l'Europe, la division. Division et guerre, on résume à peu près l'histoire européenne. Je ne parle pas de Charles Quint, je parle même très récemment, il y a 48 heures, entre la Pologne, la Hongrie, l'Union européenne et tout, ça frite pas mal. Donc on n'a pas ce sentiment d'être un espace géoéconomique puissant, et on ne profite pas de cet avantage-là, ce qui est, à mon sens, assez dommage, parce que les Chinois et les Américains, eux, ils s'en privent pas. Donc ça, c'est vraiment un signal de force pour l'Eurostock 50. Donc ça nous dit une chose, c'est qu'en Europe, ils mettent quand même les billes sur les number one, sur les number 50, on va dire, mais sur les meilleures valeurs, on n'a pas une diffusion de la hausse. C'est là où on voit qu'il n'y a pas une euphorie. Si on regarde le CAC 40, si on prend les autres valeurs qui sont cotées par Euronext sur la France, qui ne font pas partie du CAC 40, il n'y a pas un envol. Il y a plutôt une stagnation, et on met son argent sur les gros poids lourds. Et ça, c'est très typique, en tout cas pour l'Europe. Je passe aux États-Unis, et ensuite on regardera le Bitcoin, et on fera notre point sur le secteur automobile.
Pour le Dow Jones, ça se bat super bien. Puis regardez, le Dow Jones, on a quand même fait lui aussi donc là vous avez le droit d'assister Médusé à un record historique de tous les temps, un record historique, un record historique, un record historique, et presque un record historique. Ah, il n'a pas voulu, juste à la fin, il manquait 3-4 points, et il était à nouveau. Donc belle dynamique hein, sur le Dow Jones. De très bons résultats, portés par très bons résultats des entreprises américaines sur son secteur. Le secteur pharmaceutique aussi s'est complètement envolé aux États-Unis. Je vous montre rapidement Merck, puisqu'on avait suivi un petit peu l'action Merck. Donc là, vous avez l'annonce de sa pilule qui permet de réduire les risques quand vous avez le Covid. Effet d'annonce comment dire, bulle éclatée. Et on a un super, parce qu'on a eu tous les labos américains ont des résultats incroyables. J'ai dit ces principes de diffusion. On a été ultra sensibilisé pendant 18 mois à deux choses, notre santé individuelle et notre hygiène. Et donc on a fait plus attention à notre santé, on a consommé plus de médicaments, on a été voir plus le médecin, on a été mieux suivi. D'ailleurs, je vous encourage à vous faire suivre par votre médecin. C'est moi qui dis ça, alors que j'y vais pas souvent. Mais d'ailleurs, les chefs d'entreprise sont parmi les gens qui sont le moins bien soignés, le moins bien suivis médicalement, parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, grosso modo, on va voir le rendez-vous chez le médecin et on se dit, ouais, bon, on repousse. Alors, j'ai eu le Covid, mais ma dernière prise de sang doit dater d'il y a 7 ou 8 ans, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, je suis vraiment pas un bon exemple de... J'ai pas fait de prise de sang depuis que je suis en Andorre, donc ça fait plus de 6 ans. Donc ça doit bien faire 8 ans. Ouais. Je suis un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire au niveau médical, mais grosso modo, on a quand même tous fait plus attention. Et donc les labos médicaux, plus d'examens, plus d'ordonnances, etc. Ça a bien marché pour eux. Et là, on le voit, on a vraiment l'exemple de Merck. On a eu le signal d'accélération sur le MACD très net, et ce qui explique notamment la bonne tenue du Dow Jones. L'industrie va pas trop mal, le secteur de la santé va plutôt bien, donc voilà, c'est un indice qui est un petit peu porteur. À l'opposé, donc sur le Dow Jones, étant donné que c'est l'indice qui va un petit peu le mieux, il pourrait continuer à monter si il est alimenté par des bons résultats d'actions, le composant, ou de secteur industriel, le composant. Il a peut-être encore un peu de potentiel pour monter. Bon, idéalement, je ne me mettrai pas à l'acheter tout en haut du haut. Voilà, idéalement, au moins un petit retracement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai montré sur l'Eurostock, comme quoi il avait touché pile à son point pivot, il était reparti. On ne l'a pas eu sur le Dow Jones. On a reflué, on n'a pas été touché hier le point pivot le plus haut du mois précédent à 35 400. C'était le point d'entrée que j'avais un petit peu en tête, en me disant ça va rebondir. Alors ça rebondit bien avant. Ça a repris encore quasiment 200 points bien avant. Ça montre qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur le Dow Jones. En temps normal, si on avait eu un petit peu moins, un petit peu plus de phase de doute, il aurait touché ou passé légèrement en dessous du plus haut du mois précédent, comme ici, avant de repartir. Ça, c'est un signe que sur le Dow Jones, il y a pas mal d'acheteurs. On passe au Nasdaq. Alors le Nasdaq, du coup, lui, c'est pas tout à fait la même. Alors, il est super bon, hein. Il est au contact de sa résistance mensuelle, il a quasiment été chercher les 15 500. On va pas pleurer sur le Nasdaq, il est dans une phase positive et dynamique, mais on commence à avoir un tassement sur le range, et on a eu les premiers mauvais résultats sur les entreprises technologiques. On a eu IBM qui a donné des mauvais résultats, Intel qui a donné des résultats un peu catastrophiques, hein, donc ils ont perdu 10% très rapidement.
Deux choses pour Intel. Alors c'était la valeur phare hein, en microprocesseur. J'en ai parlé cette semaine. Intel, il n'y avait que. C'était le Google des moteurs de recherche. On n'imaginait pas qu'Intel pouvait avoir un jour un concurrent. Et bien si. On a AMD qui sort actuellement des microprocesseurs moins chers, plus puissants, et avec une technologie, une finesse de gravure supérieure à ce que n'arrive pas à faire Intel depuis 3 ans. Ils n'arrivent pas à atteindre ce degré de précision dans la gravure des puces informatiques. Et donc ça, c'est une partie qui explique les mauvais résultats d'Intel et les moins 10% qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un concurrent sérieux. Avant, ils n'avaient aucun challenger. Alors, est-ce qu'ils se sont reposés sur leurs acquis ? Je ne sais pas, je peux pas juger. C'est vraiment de la très haute technologie, donc il faut avoir les bonnes méthodes, les bonnes personnes. Peut-être que AMD a eu des ingénieurs fabuleux qui ont trouvé des process totalement dingues et que les ingénieurs d'Intel, tout aussi brillants qu'ils peuvent être, n'ont pas réussi. Ça, je peux pas le déterminer. Généralement, quand vous êtes une entreprise leader, vous avez un peu tendance à être moins challengé, quoi. Vous avez personne devant vous. C'est la même chose si vous vous mettez à courir. C'est pour ça que pour les Jeux Olympiques ou des choses comme ça, il y a ce qu'on appelle des lièvres. C'est des gars qui partent devant pour stimuler quelque part celui qui veut battre le record du monde et tout. Il s'accroche au gars. Le lièvre ne finit pas la course, il est totalement épuisé, mais ça a donné une sorte de dynamisme à suivre. Et c'est pour ça que, bon, AMD, de toute façon, où ils crevaient, où ils s'en sortaient, mais ils ont certainement été beaucoup plus énergiques. Et même dans votre vie, les parties de ma vie où j'ai fait le plus de choses, et ben, c'est quand j'étais étudiant que je crevais de faim. Donc j'avais 3 ou 4 jobs différents, je courais partout, je faisais mes études, voilà, j'avais un dynamisme fou, je travaillais du lundi au dimanche compris, 6 mois non-stop. C'est d'ailleurs pour ça que je suis content de ce que je veux refaire pour mon école de trading et d'économie. Du 2 janvier jusqu'au 30 juin, pas de week-end, pas de vacances, et je revis ce challenge que j'avais quand j'avais 22 ans, quoi. Donc 25 ans plus tard, je me remets sur cette même dynamique et je trouve ça un peu assez génial. Mais voilà, l'idée c'est que peut-être qu'Intel s'est reposé un petit peu sur ses lauriers, et jamais on n'aurait dit qu'AMD il y a 10 ans pouvait dépasser Intel. C'est comme si je vous disais dans 10 ans, je sais pas moi, il y a Yahoo ou Anadou comme moteur de recherche qui vont dépasser Google. Ça paraît inimaginable. Voilà, ça paraît comme quoi il ne faut jamais dire jamais, hein. La preuve, tout comme Polaroid, personne n'imaginait que la société pouvait s'écrouler, et voilà, elle n'a pas passé le cap stratégique du numérique, et les entreprises qui ont toujours fait partie du patrimoine mondial quasiment peuvent disparaître ou s'effondrer totalement. Je ne vous parlerai pas d'Atari et d'Amiga. Le pire de tout, c'est Amiga. La disparition de l'Amiga et de Commodore, ça je m'en remettrai jamais. Bon, c'est pour les geeks, hein. Mais ce qui m'intéresse là, donc, c'est on a IBM, pas bon, on a Intel, pas bon, donc il ne faudrait pas qu'il y ait trop de profit warning qui s'accumulent sur le secteur du Nasdaq, d'autant plus qu'on a Snap. Alors Snap, c'est Snapchat, c'est des applications que vous mettez sur votre téléphone, c'est des applications de communication, c'est du type WhatsApp ou des choses comme ça. Je connais pas bien Snapchat. J'ai été voir pour ce que j'ai préparé. Ouais, je suis sérieux quand même. J'ai été préparer ce que je vous dis là. Donc j'ai été voir plus particulièrement ce que c'était Snapchat. Bon, c'est joli, ça vous fait des filtres quand vous filmez avec des moustaches et tout ça. Bon, on voit à peu près le public. C'est un public jeune qui s'intéresse de ça. Et ils ont fait état. Ça c'est très intéressant et ça rejoint tout ce que je vous ai expliqué sur les conteneurs. Snapchat n'a pas eu un nombre dramatique d'utilisateurs qui n'utilisent plus Snapchat. Pas du tout, ça reste de très bons chiffres. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils vivent de quoi? Ils vivent de la publicité.
là, quand vous regardez YouTube, YouTube vit de la publicité qui est diffusée sur les chaînes. Avec moi, Pas de Peau, je refuse que la publicité soit diffusée, ce qui explique aussi que la chaîne a du mal à décoller par rapport à d'autres chaînes de qualité peut-être inférieure ou égale, peu importe. Mais voilà, si vous mettez de la publicité, Google va favoriser dans son algorithme de recherche le fait que vous êtes quand vous regardez une vidéo, après on vous propose d'autres vidéos. Bon, bah, Google va favoriser les vidéos où il peut gagner de l'argent. Et les vidéos où il peut gagner de l'argent, c'est les vidéos qui autorisent la publication de la publicité. C'est pour ça que je vous encourage à mettre des pouces et à en parler autour de vous, puisque je pars avec un handicap, avec un sac de 50 kg pour faire le 100 mètres, parce que je refuse de diffuser de la publicité sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, je suis moins bien référencé, donc du coup, YouTube me met moins en avant et moins dans les suggestions d'autres vidéos que vous pourriez voir, parce qu'ils ne gagnent rien dessus. C'est de bonne guerre, chacun c'est très logique pour YouTube, c'est très logique pour moi aussi de ne pas mettre de publicité, parce que si je le fais, je vais pas pouvoir contrôler la publicité qui est diffusée, et je vais avoir tous les brokers chypriotes semi-légaux, illégaux et futurs blacklistés qui vont débarquer à tout va et mettre la publicité. Et ça, mon éthique et ma conscience ne m'autorisent pas à faire directement ou indirectement la moindre promotion pour des brokers chypriotes. Ça, c'est impossible. D'ailleurs, je leur ai suffisamment tapé dessus, j'étais suffisamment menacé pour ça. Voilà. Donc, pourquoi je vous explique ça? Parce que Snapchat, ses utilisateurs, ça va, mais c'est le nombre de diffuseurs publicitaires qui ont été réduits. Et Snapchat l'explique comment? Parce qu'ils vendent pas mal, alors Snapchat, ça vend pas mal de goodies, c'est-à-dire de produits pour les, on va pas être méchant, 15-25 ans, donc des trucs pas très chers, parce que c'est pas des gens qui ont, vous tapez pas dans les CSP++, entre 15 et 25 ans, on est plutôt chez les ados, les lycéens, les étudiants, donc voilà, généralement c'est pas des fortunes, et donc c'est des produits pas très cher. Ils sont produits où? Là, vous voyez où je vais en arriver. Ils sont produits en Chine. Et ça décolle pas. Ça décolle pas. Ils sont où ils sont pas produits dans les usines, où il y a un goulot d'étranglement dans les ports. Donc, le gars qui fait la publicité sur Snapchat pour vendre, j'en sais pas du tout, son super t-shirt ou des trucs comme ça, eh ben, il a arrêté ses campagnes de pub sur Snapchat, parce qu'il ne va pas faire de la pub s'il ne peut pas livrer les produits. Et ça, c'est un Snapchat l'a très bien dit, c'est la situation en Chine et les blocages du commerce international qui font qu'il a moins de clients, et s'il a moins de clients, il y a moins de publicité. S'il y a moins de publicité, Snapchat gagne beaucoup moins d'argent, d'autant plus qu'il y a moins de concurrence ils se tirent pas la bourre entre ceux qui veulent diffuser de la publicité. Donc du coup, conséquence, hier, l'action Snapchat, moins 20%. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est Snapchat qui a souffert pour la publicité. C'est-à-dire que les autres réseaux sociaux, ils vont peut-être être aussi affectés. Alors, peut-être pas, sûrement pas, à mon avis, dans les proportions de Snapchat. Parce que Snapchat, c'est quand même un public 15, on va dire 25 ans, n'ayant pas beaucoup d'argent, donc avec des produits à faible marge, donc des publicités qui coûtent pas très cher. C'est pas du Facebook où vous pouvez aussi avoir des gens entre 25 et 55 ans, c'est 35 ans à peu près sur Facebook, c'est pas tout à fait les mêmes gens qui sont non plus sur Instagram, donc des CSP un petit peu plus, ou du moins des gens qui ont un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé, et donc peut-être que sur Facebook, les campagnes de publicité ont pu être maintenues mieux que sur les petits produits à faible rendement, entre guillemets. Mais ça veut dire que il y a cette inquiétude-là à avoir vraiment dans la tête. Est-ce que Twitter, est-ce que Facebook vont pas annoncer des résultats pas terribles, et dans ces cas-là, ça aurait un impact vraiment sur l'indice Nasdaq. Parce que bon, Facebook, on sait bien que c'est un poids lourd. Twitter n'est pas un poids lourd, mais est regardé comme
élément de santé de ce secteur. Donc le secteur, alors ils appellent ça le secteur de la communication, moi j'appelle ça plutôt le secteur de la publicité, mais en tout cas le secteur de la communication et publicité semble être affecté par moins d'entreprises qui payent pour communiquer avec eux parce qu'ils ne peuvent pas vendre leurs produits qui sont restés en Chine. Ça peut aussi toucher Google. Donc Google, c'est Alphabet, la maison mère qui est cotée en bourse. D'autant plus que Google, quand on fait une recherche Google, maintenant les 3, 4, 5 premiers résultats, c'est que du contenu sponsorisé. Alors là, quand moi je tape mon nom, j'ai des gens qui font de la publicité sur mon nom pour vendre des formations de trading par exemple. Ils ont acheté Benoît Rousseau comme mot-clé sur Google et voilà. Et ils essayent de récupérer les gens qui font des recherches sur moi pour accéder par exemple aux vidéos YouTube s'ils ne trouvent pas, s'ils en ont entendu parler et tout. Et voilà, c'est ce qu'on appelle du parasitage, tout simplement. Essayer de profiter de la notoriété de quelqu'un pour vendre ses produits. C'est comme si vous tapez, je sais pas, Renault et que vous avez de la publicité pour BMW. Voilà, c'est un peu l'ordre d'idée. Ça, peut-être que ce sera aussi affecté sur les résultats de Google, qui aura peut-être eu moins d'annonceurs et surtout pour être positionné 1, 2, 3, 4 ou 5 dans les résultats de Google payants. C'est un système d'enchères, donc s'il y a moins de monde, ça vous coûte moins cher d'être numéro 1. Il y a moins de personnes qui vont se tirer la bourre. Donc voilà, Snapchat me fait dire qu'il va falloir faire attention sur le secteur technologique. Twitter, Facebook, Alphabet, enfin Alphabet c'est tellement plus d'autres choses que Google, mais voilà, on pourrait avoir dans les résultats d'Alphabet, c'est marqué que les résultats du moteur de recherche, les résultats de YouTube ont été inférieurs aux attentes, justement parce que on peut moins vendre, entre guillemets, même si c'est un petit peu différent. Parce que ce qui est bloqué, ça reste des produits physiques. Donc ça reste des trucs, voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé des t-shirts. C'est pas du software. Vous pouvez toujours faire de la publicité sur Google, Facebook, etc. pour vendre du software, puisque c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de livraison entre guillemets physique. Et là, on se rend compte aussi du basculement qu'on a connu depuis les années 2010 à peu près. Quand les gens ont commencé réellement à se libérer. Moi j'ai connu les débuts d'Internet, mon premier site Internet que j'ai lancé c'était en 1996. J'ai eu d'énormes sites Internet en 2004 de comparaison de prix. Les gens, ils avaient peur encore de sortir leur carte bleue pour acheter sur Internet. Voilà. Maintenant c'est un acte qui est complet. Déjà il y a 3 fois moins d'internautes, mais les gens avaient peur d'acheter sur Internet. Parce que les médias disaient oh là là, votre carte bleue, même l'achat. Maintenant, c'est devenu quelque chose qui est tout à fait courant. Donc ça, c'était la révolution en fait de la dématérialisation. Et ça vous paraît bête, mais quand vous êtes producteur de logiciels, SaaS et compagnie, vous avez aucun de ces problèmes-là, du pauvre distributeur de vêtements, les trucs sont bloqués en Chine, les coûts de transport ont été multipliés par 3, comment il va pouvoir ça répercuter ça et tout. Vous vendez du software, vous vendez du service sur Internet, voilà, il n'y a rien. Vous n'avez pas augmenté vos prix du tout par rapport à ça. La bande passante n'a pas été multipliée par 3. Peut-être qu'un jour, ils feront payer la bande. Avant, ils faisaient payer la bande passante, maintenant, c'est en illimité. Mais si un jour, c'est la bande passante... ça coûte énormément d'argent pour X ou Y raison, parce qu'on a eu un ayatollah écologiste qui dit qu'il faut limiter le réseau Internet parce que je ne sais pas trop quoi, blablabla. Il y aura toujours plein de possibilités de l'expliquer. Et donc, on va rendre le flux payant. Et il y aura une diminution sur Internet. Pour les plus jeunes qui me regardent, sachez que quand j'ai commencé à utiliser Internet, on payait à la minute. Voilà, donc on foutait pas n'importe quoi sur Internet, déjà il n'y avait pas beaucoup de possibilités, mais on payait à la minute et on attendait même, pour les plus anciens, on attendait 22 heures, parce qu'à 22 heures et 1 minute, on avait les tarifs de nuit de France Télécom et ça coûtait 2 à 3 fois moins cher et on pouvait se précipiter à 22h01 avec notre modem pour aller consulter des pages web qui mettaient 10 secondes à se télécharger.
alors que maintenant on est plutôt dans la demi-seconde. Voilà, donc c'est pour vous parler, je voulais vous mettre en garde par rapport à ça. Là, je pense que Snapchat, ça peut être révélateur, peut-être de moins bons résultats en termes de publicité numérique pour Facebook et compagnie. Je suis... Ouh là là, j'ai pas vu l'heure. Hyper bavard. Je suis désolé. Alors, je vous fais rapidement... je suis désolé, je suis parti. Sur Bitcoins, alors Bitcoins record 67 000 à peu près, phase de baisse qui me paraît tout à fait normale. Bon, résistance 2 mensuelle sous les 60 000, et ça correspond ici à ce pic là. Voilà, laissez peut-être descendre tranquillos. Il s'est pris en très peu de temps. Il était de 50 000 à 65 000. Il a pris, ça nous fait 15, ça nous fait beaucoup, ça nous fait 30%. Donc là, ça me paraît tout à fait une respiration normale. Je vais prendre, je suis désolé, je me suis mis à partir et j'ai pas fait attention. Je vais vous parler quand même, ça me paraît super important, de Tesla et Renault. Et je trouve ça vraiment passionnant. Je vous montre, là, c'est Renault. Bon. Vous voyez, pas besoin de rester 3 heures en analyse technique. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Il y a ce que tout le monde a à peu près repéré, le point pivot mensuel Renault aux alentours de 30 €. Si on descend dessus, ça peut être une zone intéressante pour avoir un petit rebond. Voilà, ça c'est Renault. Je vous mets maintenant, regardez bien Tesla. C'est pas du tout le même. Vers l'infini et au-delà. Et pourtant, ils ont exactement les mêmes problèmes de semi-conducteurs. Et donc, actuellement, Renault ne peut pas vendre autant de voitures que cette entreprise le souhaiterait. On a les usines en France, j'ai regardé il y a 48 heures, ça a peut-être pu évoluer légèrement, mais elles tournent à peu près entre 40 et 50% de leur capacité. C'est pas parce qu'il y a des grèves, non, la CGT n'y est pour rien. Ce n'est pas parce que tous les ouvriers sont malades, il n'y a pas d'épidémie. C'est parce que tout simplement, ils ne peuvent pas construire les voitures, il leur manque des semi-conducteurs. Et Tesla, visiblement, eux, ça va bien. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en creusant un peu, Tesla gère bien mieux la pénurie des semi-conducteurs. Alors, je vous explique rapidement quel est un peu ce secret de Tesla, pourquoi un constructeur automobile a des problèmes pour trouver suffisamment de semi-conducteurs et pourquoi Tesla il n'a pas de problème pour en trouver suffisamment de semi-conducteurs, d'autant plus que dans une Tesla, alors ça je sais pas, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a peut-être un peu plus de semi-conducteurs que dans une Renault Scénic. Ça quand je suis rentré dans une Tesla, ça me paraissait un petit peu plus informatisé, on va dire. Voilà, ça j'ai pas vérifié, mais bon, en tout cas, s'ils ont les mêmes problèmes, Tesla s'en sort bien et elle bondit, cette action, elle bondit non-stop. Je vous remontre, hein, Tesla, Renault. Voilà, vous voulez être dans quelle équipe? Renault, Tesla. La question ne se pose pas. Alors, pourquoi eux, ils ne souffrent pas de semi-conducteurs? Eh bien, écoutez, c'est très simple, c'est que Tesla, ils ont... Alors, ça a été facile pour eux parce que c'est une entreprise qui s'est lancée bien après Renault. Renault, c'est fin 19e siècle, hein, si on prend vraiment les origines. Mais ils ont essayé de maîtriser toute leur chaîne de production de A à Z. Alors, ils ne produisent pas des semi-conducteurs. Elon Musk ne produit pas des semi-conducteurs du tout, mais ils ont développé leur propre logiciel qu'ils intègrent dans leur voiture. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des autres constructeurs, où ils ont une partie, si j'ose dire, qu'ils ont bricolé et une partie qui vient d'entreprises extérieures parce que ça réduit les coûts, ça coûte moins cher, etc. etc. Donc ils ne maîtrisent pas tout le software qui est à l'intérieur de leur logiciel. Tesla, 100%. C'est eux qui ont créé de A à Z leur software avec des ingénieurs Tesla. Point, terminé. Et donc, ils peuvent très rapidement s'adapter en changeant quelques lignes de code. Ça leur prend 2 à 3 semaines pour utiliser d'autres puces.
dans les Tesla. C'est-à-dire que vous achetez une Tesla en janvier et vous achetez exactement la même Tesla au mois de mars, c'est la même physiquement, mais elle n'aura pas forcément les mêmes puces, elle n'aura pas forcément les mêmes semi-conducteurs, mais ça marchera tout à fait pareil, c'est exactement pareil, parce qu'ils vont, s'ils ont un arrivage de puces X, habituellement pour leur voiture, ils produisent. Et puis les puces X, ils n'arrivent plus à les avoir, mais ils réussissent à récupérer des puces Y. Et ben, les ingénieurs informatiques de Tesla vont reprogrammer tout et ça va fonctionner avec les puces Y. Tandis que si Renault reçoit les puces X, ça marche pour eux. S'ils reçoivent des puces Y, d'ailleurs ils ne les recevront pas parce qu'ils ne les commanderont pas, ça ne démarre pas la bagnole. Donc c'est toute la différence. C'est-à-dire que là, on a dans Tesla quelque chose que je ne connaissais pas, c'est cette faculté, finalement, cette agilité, un mot à la mode, cette agilité qu'a cette entreprise. On récupère 10 000 composants d'une puce W, ok les gars, dans 15 jours, les chaînes, on reprogramme tout en quelques lignes de code et ça se réadapte et ça permet de continuer à produire. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je ne dois pas le dire ça, ah là là, j'arrive pas, tic de langage. Donc aujourd'hui, en tout cas, Tesla est la marque automobile la plus agile, la plus flexible. Elle peut s'adapter, j'allais dire quasiment en temps réel, parce que 2 ou 3 semaines, c'est rien du tout, pour recoder complètement une voiture. Et c'est ce qui explique notamment que Tesla s'envole. On dirait du Bitcoin, ça, Tesla. Hein. Là, c'est un peu du Bitcoin, mais voilà, elle est juste passée en 15 jours de, allez, on va dire 750 à 900. Elle s'est pris 20% en 15 jours. Résultat excellent. Et pourquoi eux, ils ont eu de très bons résultats? Parce que voilà, il y a ce petit secret de fabrication unique. C'est pour ça que c'est très intéressant pour toutes les entreprises, c'est de voir leur chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Par exemple, je me suis intéressé récemment aux technologies SSD que l'on a sur les ordinateurs et tout. Et vous avez une entreprise qui contrôle de A à Z tout le process, toutes les puces, l'assemblage, la programmation et tout. C'est par exemple Samsung. Samsung a fait ce choix type Tesla de maîtriser vraiment tout de A à Z. Et ça coûte plus cher, ça prend peut-être plus de temps, mais ça vous permet de réagir avec beaucoup plus de rapidité en cas de problème. Et on est dans un monde où je pense que ce qui va faire l'avenir des entreprises, c'est à la fois la personnalisation, c'est-à-dire qu'on réussit à s'adapter le plus proche du besoin du consommateur en rendant le consommateur unique, entre guillemets. C'est ça qui me paraît le plus important. C'est des trucs tout cons, c'est ce que fait Starbucks par exemple. Voilà, on nous rend unique parce que le gars il va écrire sur son marqueur Monsieur Rousseau, non, d'ailleurs ils appellent par le prénom, c'est mieux, Benoît. Voilà, donc j'ai mon truc avec marqué mon nom, écrit à la main, ça donne un côté artisanal. Alors c'est pas franchement artisanal Starbucks, mais il y a dans l'image ce gars-là, voilà, il a écrit au marqueur mon nom et il m'appelle par mon prénom, il m'appelle par mon prénom. Donc là c'est un peu la personnalisation, on peut pas faire plus personnalisé qu'avoir j'achète en fait plus que du café, j'achète un emballage à mon nom, quoi. Voilà, ça m'appartient. Donc personnalisation et flexibilité, c'est-à-dire se réajuster vraiment de manière extrêmement rapidement s'il y a le moindre problème dans la chaîne d'approvisionnement. Et là, voilà, je voulais vraiment mettre ça en valeur. Je trouve que je ne connaissais pas, donc je vous fais peut-être découvrir aussi. Voilà, c'est aussi un peu ça le Good Week Trading, c'est vous faire partager aussi des enthousiasmes que je peux avoir et des découvertes que j'ai pu faire, puisque ce n'est qu'en partageant que ça peut se diffuser. Je suis désolé, je serai beaucoup plus rigoureux en tout cas la semaine prochaine en me mettant du temps et en me laissant pas déborder par tout un tas de pensées. Il nous reste 3 minutes. On va faire l'euro USD pour ceux qui tradent. L'euro USD, on est dans un range très net. On essaye de repartir au nord. On le voit ici, on a rebondi, ça a vraiment stagné sur le plus haut de la semaine précédente. On a un énorme bloc à mon avis. C'est le 1,17, le pivot M, qui est pivot mensuel qui sera super dur à franchir d'un coup. Et puis là, grande question, est-ce qu'on va pas repartir aller chercher
les 1,1575 à peu près, revenir au moins sur du 1,16. Je le vois pas, regardez, en zoomant bien, je le vois pas rayonnant et super performant. En regardant légèrement, là, on a une petite vague baissière, peut-être qui s'enclenche. Et on le voit bien là, ça va être ça. L'enjeu, ça va être ça. Si ça casse le plus haut de la semaine précédente, on peut filer assez rapidement sur les 1,16. Et sinon, je crains que ça reste d'être un range un petit peu serré, en tout cas pour la semaine prochaine. L'Ethereum, même chose, hein, vous en faites pas, c'est du Bitcoin. Bon, un petit peu plus haché la baisse, mais voilà, l'idéal ce serait d'attendre les 3750 pour éventuellement avoir un rebond qui pourrait nous retourner sur les 3850. À voir en tout cas, mais là je vais plutôt laisser retomber quand on bat les records historiques. Parce que, regardez par exemple sur l'Ethereum, le dernier record historique qu'on a fait, on s'est vraiment mis à chuter de manière extrêmement rapidement, ça a vidé. Donc voilà, faut faire attention, là se mettre à acheter, ça me paraît dangereux si on a un risque de vidage aussi rapide. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté au Good Week Trading. On se fait une petite pause et dans 5 minutes, on enchaîne sur les prix du pétrole, mythe et réalité. Donc vers 10h, 10h02, 10h03, le temps que j'aille boire un verre d'eau aussi, parce que là, j'ai la bouche un peu sèche. Portez-vous bien, merci pour tout. N'hésitez pas à parler de cette chaîne. Je vous ai expliqué pourquoi décollera moins qu'une chaîne qui fait de la publicité, donc on va compenser ça avec une communauté bienveillante et active. Sur ce, je vous remercie et à tout de suite dans quelques minutes pour